fois, c'est tendre à se ressembler. Nous avons encore l'équipe de la semaine passée. Bonjour, Madame Dispagne. J'espère que tu ne t'ennuies pas. Non, Bonjour, Gérard. non, parce que vous avez une telle diversité de la pensée, de la réflexion, de l'imaginaire même. Ça va, Emmanuel? Très bien. Bonjour, Eddy. Merci. Bonjour, jeune homme. Merci encore d'être là, vieil homme. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour, camarade musique. Camarade musique. Alors, j'ai voulu ouvrir les débats aujourd'hui avec un sujet qui apparaît être très loin de nos préoccupations. C'est celui des réseaux sociaux et plus précisément de la possibilité que l'on avait jusqu'à maintenant. Ça ne touche pas tellement la Martinique, mais ça touche le monde entier. C'est d'utiliser les réseaux sociaux pour transmettre les informations par des différents sites, Basta, etc. etc. Nous, en TIA, au FORCEP et au BICEP, on a créé effectivement un stock d'adresses de par le monde et de par la France. Et nous avons effectivement un auditoire, dirais-je, donc substantiel. Et je suis persuadé que tout ce que vous pouvez écrire, vous collaborez souvent en journal avec moi, tout ce que vous écrivez à la seconde, à la minute, et sur les bureaux des ministres, et a un impact. J'en ai encore eu la preuve cette semaine. Mais il y a quand même une problématique, c'est l'effondrement du trafic en provenance des réseaux, et puis surtout la mainmise, l'autorité, je n'allais pas dire capitalistique, ce mot. Enfin, il va vous expliquer tout ça. Allez. Alors, c'est complexe, mais c'est essentiel, puisque l'information, c'est le pouvoir. C'est pas l'argent, le pouvoir, c'est l'info. Alors, il y a des gens, quand je dis ça, les gens disent... Non, mais tu n'as cesse de nous le répéter. Mais oui, mais il faut dire ça. Je veux dire. Alors, comment on prouve ça? Propos liminaire, avant qu'on essaie d'expliquer pourquoi on est très inquiet, parce que Gérard, tu es inquiet. Oui. Le lien avec l'argent est le suivant. Il y a trois choses qui comptent dans le monde, c'est le pouvoir, l'argent et le sexe. Il faut quand même rappeler ça. Alors nous, on va s'intéresser au pouvoir et à l'argent pour l'instant. On prend les 10 plus grosses entreprises en termes de valeur. On va sur les différentes bourses. La bourse la plus emblématique, c'est celle de New York. Et on voit que les 10 plus grosses capitalisations boursières sont liées à des entreprises qui vendent de l'information. Bon. La grosse problématique, c'est l'intégration de plusieurs pouvoirs au sein, la captation, je dis l'intégration, c'est la captation de plusieurs pouvoirs aux mains de quelques personnes. Et l'information est aux mains de, on va dire, une dizaine d'acteurs. Et ces acteurs, ce sont essentiellement les fournisseurs d'accès à l'Internet. Des supports. Voilà. Et ce sont donc des gens qui s'appellent Facebook, qui s'appellent X, qui s'appelle Instagram, en fait, etc. Tout le reste. Voilà, Google, etc. Alors, comme les consommateurs d'infos que nous sommes tous ont migré vers des supports qui sont d'une accessibilité sans concurrence, ils se sont vendus aux supports qui transmettent l'information. Oui. C'est terrible. D'ailleurs, alors, l'explication, elle est simple, c'est pour avoir l'info, il fallait acheter France Antilles, ou il fallait aller à 19h devant Martinique la Première ou ATV, ou il fallait ouvrir le matin et écouter RCI, etc. Ça, c'était l'époque 1960. C'est là que les médias naissent, notamment France Antilles, 64, jusqu'au début des années 90. Maintenant, on a ça où tout est possible, à tout instant. Mais en fait, le fait que l'information soit captée, j'allais dire contrôlée, voilà, au-delà d'être captée, contrôlée, c'est pas ça qui est gravissime. Ce qui est gravissime, c'est que les gens qui diffusent cette information ont la possibilité de contrôler ceux qui sont les destinataires de l'information. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois en réception, on peut fermer les tuyaux, on peut réduire les tuyaux, on peut choisir ce qu'on met dans les tuyaux, mais surtout l'accès. C'est-à-dire, on peut très bien vous dire que vous n'allez pas, entre guillemets, vous informer pour des raisons techniques, pour des raisons
de problématiques d'accès, que vous ne pouvez plus avoir accès à telle ou telle information. On ne vous dit pas que le média est mort, on vous dit, vous n'irez plus là. Et ce qui est terrible, c'est que ça aboutit, en fait, à la destruction d'un élément qui est fondamental pour nous et qui est le contre-pouvoir absolu, c'est la liberté. La liberté, la diversité, la liberté de... La liberté du choix, la liberté de la consommation, de la non-consommation. Et en fait, ce qui est terrible dans cette histoire d'information, c'est que en détruisant ce pilier de notre vie quotidienne qui est la liberté, on détruit, et on va y venir tout à l'heure, l'un des piliers majeurs qui est celui de la démocratie. Absolument. Voilà. Et donc, le lien est vite fait, il est un peu paradoxal. On est passé d'une époque où on avait une liberté à peu près totale d'information ou de recours à l'information à une époque de privation de ce qui fait notre quotidien. Parce que moi, je dis à mes élèves, imaginez un jour où vous vous levez et puis il n'y a plus d'infos. Et il y en a un qui fait, ben, nous pas aller bien ce côté. Hein. Nous pas qu'à sortir d'Ikaïla. Et les gens ont du mal à faire le lien avec les deux et c'est central. Donc, je voudrais te féliciter pour le choix du sujet. J'accepte. Elisabeth Borne met en garde contre la surenchère sécuritaire après chaque drame. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc, tu as des ténors, Darmanin, Attal et tout, Retailleau qui viennent et puis qui aboient, on va couper le cou des... Vas-y, continue. Effectivement. En termes plus pondérés que moi. Alors, moi, j'avais envie de commencer par une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une gangrène de violence qui existe en France aujourd'hui, et on a bien vu, enfin, dans cette image, il y a eu, on a superposé le Portugal qui gagne la Coupe d'Europe et qui a des milliers de personnes dans la rue, dans un état d'esprit complètement pacifique. Et puis en parallèle, le Paris Saint-Germain qui gagne la Coupe et que le lendemain, Paris brûle, quoi, presque. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une situation de violence dans la France qui interpelle. Hein. On l'a un petit peu par ramification un peu chez nous, mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre dessus. Ceci étant, c'est vrai que cette situation génère un certain nombre de propos. Hein. Chacun veut dire ce qu'il pense. Et puis, alors à ce moment-là, Elisabeth Borne, en sa qualité de ministre de l'Éducation nationale, puisque vous vous rappelez également cette pas enseignante, mais en tout cas cette surveillante qui a été tuée au couteau, quand même, c'est quelque chose. Alors, Elisabeth Borne fait son propos, elle dit « Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sous une étagère à chaque actualité dramatique. » Alors, c'est vrai que chacun veut tirer le truc à soi. Et dans la compétition qui existe également aujourd'hui par rapport aux futures élections, puisqu'on a des potentiels candidats comme Retailleau, on a Gabriel Attal qui ne rate jamais l'occasion de faire une remarque, on a effectivement Darmanin. Donc Attal, par exemple, a proposé qu'on puisse limiter le voile au moins de 15 ans. Voilà. Donc, c'est une situation, effectivement, où l'information, tu parles trop d'information, tue l'information, et parfois déstabilise, bien évidemment, les gouvernements, même quand il y a, même dans le même camp, quoi, voilà. Voilà, oui, c'est tout à fait. C'est surtout, ça rejoint ce que disait Eddy tout à l'heure, c'est le lien des réseaux sociaux qui ne se contentent pas de diffuser de l'information, mais qui utilisent l'émotion. Oui. Et en fait, c'est sur la base d'émotions que l'on prend pour de l'information que ça aboutit à des réflexions politiques. Tout à fait. Et puis avec de la récurrence et de la répétition. Juste pour terminer, pour aller plus loin, puisque dans l'article que tu m'as communiqué, on se pose la question de Elisabeth Borne sera-t-elle candidate? Et on lui pose la question. Et elle répond avec mesure, peut-être que les femmes sont attachées à faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire à travailler sur un projet plutôt que se poser des questions d'ego. Voilà sa réponse. Elle a totalement raison. C'est la raison pour laquelle je vais demander à une femme, à Frédéric, de traiter du sujet pour moi, qui est le suivant. Beaucoup d'entreprises ont peur dans l'Amérique de Trump. Les marques se détournent des marches des fiertés. Tu vas nous expliquer ce que c'est que les marches des fiertés, pourquoi elles se détournent et puis où ça va aboutir. Ce totalitarisme de M. Trump. Et ce ne sont pas que les entreprises qui ont peur, mais même les entreprises ont peur. Dans une économie ultra-libérale, il faut le faire. Exactement. Alors, la Pride, qu'est-ce que c'est? C'est la marche des fiertés, la marche notamment des LGBT, Arc-en-Ciel, depuis quelques années qui a lieu. Et
il n'y a plus un seul encart, une seule place dans cette marche des fiertés, classiquement, traditionnellement, qui ne soit pas dédiée à des encarts publicitaires. On se battait pour pouvoir être visible, pour pouvoir figurer et avoir sa marque autour d'un magnifique drapeau arc-en-ciel. Et cette année, plus rien. Des exemples, alors plus rien. San Francisco, qui est quand même le bastion historique, LGBTQ, a accusé une diminution de 300 000 € de budget. On parle bien de sponsoring, on ne parle pas d'aide d'État ou de subventions ou de fonds européens. On parle également d'une diversité, d'une équité et d'une inclusion qui sont complètement galvaudées par la rhétorique trumpienne, avec des menaces de poursuite, de boycott et de harcèlement en ligne. Et la marche des fiertés au niveau de New York, des bureaux de New York et de Chicago, accuse moins 90% de sponsors. Donc c'est extraordinaire. Et on se dit, mais pourquoi? Parce que Trump ne peut pas quand même attaquer les entreprises. Je veux dire. Et puis on a l'exemple de la Bud Light. La Bud Light, c'est la bière Budweiser que vous devez connaître. Et cette bière, historiquement, c'est la première bière, il y a quelques années, quelques mois même, était au top des ventes aux États-Unis. Elle est aujourd'hui passée 3e. Et vous savez pourquoi? Parce que elle a top des ventes parce que au lendemain du 11 septembre, elle s'est positionnée auprès de l'Amérique pour dire nous vous soutenons, nous sommes avec vous, et c'est est devenue la bière des Américains, la bière du peuple américain, une bière traditionnelle. Et puis Budweiser, il y a quelque temps, a souhaité collaborer avec une jeune femme transgenre qui a filmé sa transformation en tant que femme, qui est jeune, et s'est vue retirer des parts de marché à plus de 18%, tant les Américains les traditionnels, cette majorité silencieuse, l'avaient boycotté. Je dis moins 18% parce qu'un boycott, généralement en moyenne, c'est 1%. Donc, Budweiser est passé 3e. Je peux vous dire que la vice-présidente qui avait fait ce choix stratégique, l'a amèrement regretté. Et on peut en plaisanter, mais finalement, ça pose le sujet du transgenre et du wokisme si vous voulez, en biais de confirmation et non pas en marketing direct. Les Américains ont décidé de ne plus acheter de Budweiser. C'est l'exemple Bud Light. Avant, il y avait eu le cas M&M's. Avant, il y avait eu le cas H&M également. M&M's qui voulait wokiser un petit peu les personnages. Et en fait, on se rend compte que ce laisser-faire, ce laisser-passer propre à l'entreprise, à la consommation, à la liberté, cette liberté qui doit normalement s'arrêter à la liberté des autres, eh bien, la liberté s'arrête à la rhétorique trumpienne et là où les consommateurs américains décident d'arbitrer, à savoir par leurs valeurs et des valeurs que l'on identifie assez catégoriquement, malheureusement pour cette marque. Et voilà ce qui explique le retrait massif de ces entreprises pour ne surtout pas être affichées avec des LGBT. Que je précise quand même le choix, parce que je fais la ligne éditoriale de cette émission, le choix de ce sujet, c'est l'aspect terrorisme intellectuel et peur. Non pas que je défende les LGBT et autres, encore que quelque part, que je suis un peu fatigué chaque fois que je prends une série entre préparation de deux dossiers professionnels ou de l'émission, que le héros qui me paraît très sympathique, M. Samarkoumet, au milieu du truc, ou bien la femme qui me paraît très dynamique avec, etc., pas peut-être amoureuse de sa voisine. Bon, je suis tolérant et ouvert, mais ça commence à me fatiguer un petit peu. Mais je ne pense pas que ce soit comme M. Trump que j'aurais réglé ce problème. Je l'aurais réglé par l'éthique, par la morale, peut-être par la religion, pourquoi pas, mais pas nécessairement par cette façon de terroriser les gens. C'est cet aspect terreur de Trump, knocking, enfin... oui, et cette minorité existe, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, voilà. Mais de là à faire peur aux sociétés, c'est cet aspect qui me dérange. Je suis un peu perdu dans mon Daniel n'est pas là, dans mon lien. Je crois que c'est Manuel qui va... Ouais. Manuel qui va... Un petit jingle pour la société quand même. On a un stade qui est catastrophique, c'est pas très gai ce qu'on dit, hein. Davantage d'autocratie de par le monde que de démocratie. C'est singulier. Emmanuel? Oui, sujet de bac.
les démocraties qui sont sous pression, sous l'offensive silencieuse des autocraties. Alors, ce qu'il faut déjà noter, c'est que sur la planète, contrairement à ce que l'on pense, il n'y a que 10% des habitants de cette terre qui vivent dans une démocratie. Et je peux vous dire que nous avons une chance très importante de vivre en Martinique, parce que nous vivons dans une démocratie. C'est important de le rappeler, parce que souvent, on croit, on dit qu'on vit dans un enfer, mais nous faisons partie de ces 10% des habitants de la planète qui ont la chance de vivre dans une démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est un endroit où l'expression est libre, où l'opinion est libre, où on peut faire valoir son libre arbitre, où on a accès à l'information, où il y a des règles qu'il faut respecter, mais qui sont des règles qui sont mises en place pour préserver le bien commun, le vivre ensemble. C'est ça la démocratie. Et des droits. Et les droits. Et puis le vote. Oui, absolument. Ouais. Donc, il y a, et face à ça, vous avez des autocrates qui sont des mouvements qui là, sont aux mains de personnalités qui veulent s'asseoir sur, on va dire, l'opinion publique du peuple qu'ils sont censés, on va dire, diriger, qu'ils dirigent de manière de main de fer bien souvent. Et pour parvenir à leurs ambitions, à leurs objectifs, privent le peuple, qui est doté d'un pouvoir naturel, prive le peuple de ses pouvoirs. Donc voilà, et les autocraties aujourd'hui performent dans le monde. Ça prospère en contrôlant les médias, ça prospère en verrouillant la justice. On a vu ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même, on a évoqué ce sujet lors des missions précédentes. Ça prospère en réprimant la contestation et voilà, et ça concerne des pays connus. On va les citer, hein, la Chine, la Russie, l'Iran, l'Égypte, la Birmanie, voilà des pays, la Corée du Nord, enfin 90% des pays de la planète sont concernés. Donc la liste est longue. Et dans ce contexte-là, curieusement, les démocraties que nous sommes sont attaquées par ces autocraties. Pourquoi? Parce que c'est facile en réalité de dire il suffit en réalité de rentrer, et c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides, on en a parlé il y a quelques temps également. Les guerres hybrides consistent à finalement déstabiliser des États complets, non pas en s'attaquant aux structures des États, mais en s'attaquant à ce qui fait la force des États démocrates, c'est-à-dire l'opinion publique, le libre arbitre, donc en rentrant on va dire je vais mal le dire, mais dans le cerveau des gens. Ouais. Donc en s'immisçant dans l'espace mental des habitants qui ont cette capacité de raisonner librement, de penser librement, et comme ils ont cette liberté, ils doivent accepter toutes les influences, y compris les influences les plus perverses, et les armes qu'utilisent les autocrates pour affaiblir les démocraties, eh bien c'est les fake news. Vous savez qu'il y a maintenant des usines à trolls qui sont des organisations extrêmement puissantes dans des pays notamment de Russie, d'Azerbaïdjan, qui fabriquent des contenus qui ont pour but en réalité de semer le trouble et le doute dans l'esprit des peuples des démocraties. Et pour affaiblir une démocratie, ce n'est pas très compliqué. Il ne suffit pas forcément de leur dire, de leur faire passer des idées négatives. Il suffit juste de faire en sorte qu'ils se chamaillent entre eux. C'est le phénomène du moustique dans l'oreille de l'éléphant. L'image est assez simple. Vous avez un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voulez que le magasin soit détruit. Il suffit d'un petit moustique qui vienne perturber son oreille. Et là, il s'agite et il casse tout. Oui. C'est ça l'effet des guerres hybrides. C'est d'installer ce petit moustique dans les esprits libres. Oui. Pour pouvoir créer des fractures dans le peuple. Et c'est pour ça que dans nos démocraties, et on le voit bien aujourd'hui, tout est sujet à opposition, y compris des sujets d'ailleurs pas très fondamentaux, mais on en fait des sujets fondamentaux, et on se fâche. On se fâche pour la vie chère, on se fâche pour le vaccin, on se fâche pour plein de sujets qui nous préoccupent. On se fâche pour une loi sur la limitation de vitesse, ça c'était les Gilets jaunes. C'est ça qui a failli mettre le pays France en bascule, à genoux. Vous voyez, donc ce sont ces principes de fracturation qui sont orchestrés par ces autocrates qui ont bien compris que le talon d'Achille, c'était nos esprits.
Voilà, donc ça rebondit aussi à ce qu'a dit tout à l'heure, à ce que tu as dit tout à l'heure concernant les réseaux sociaux, parce que c'est aussi, c'est un vecteur qui joue sur la polarisation, parce que là encore, c'est là qu'il y a la réunion de l'effet économique, parce que les réseaux sociaux, on va dire, le modèle économique est basé sur ce qu'on appelle le taux d'engagement, et le taux d'engagement, c'est-à-dire la réaction qu'ils obtiennent, en réalité s'obtient d'autant plus facilement qu'elle véhicule des sujets qui opposent les gens. C'est pour ça que les autocrates installent dans les démocraties des sujets d'opposition, et que bien souvent, quand vous voyez qu'on met en place dans une démocratie, comme en Martinique, comme en France, des discours qui opposent, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que c'est étonnant de voir qu'on a de moins en moins de sujets qui rapprochent, parce que ça n'est pas bankable sur le plan de la communication. Or, on a peut-être besoin de se fédérer plutôt sur du pour que sur du contre. Et donc, quand il y a du contre, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus qu'on soit dans la théorie du complot systématique, mais posez-vous la question, il y a peut-être un effet de manipulation, parce qu'il y a des grands intérêts qui sont là pour nous affaiblir en tant que démocratie. Voilà, donc, et pour terminer, comment se défendre tout ça? Eh bien, ce n'est sûrement pas en rajoutant de l'autorité, ça c'est le piège dans lequel, à mon avis, est en train de tomber l'Amérique. C'est plutôt au contraire de faire le choix du culturel, de l'éducatif. C'est faire le pari même de pousser nos concitoyens à mieux réfléchir, à rentrer dans l'altérité, dans le dialogue. C'est compliqué, mais c'est la force de l'éducation, c'est la force de l'éducation même intime. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille impérativement quand on est une démocratie et quand on veut se préserver en tant que tel. Je pense que je t'aurais donné une très bonne note si c'était le bac. Mais je voulais quand même dire que l'un de mes cauchemars récurrents jusqu'à quelque temps quand même, puisque j'ai grandi, c'était que j'allais au bac et puis que j'avais passé toute l'année comme la cigale et la fourmi, passé à chanter, à rigoler, carnaval, Noël, crabe, et puis que je n'avais pas révisé et puis que je suis au bac. Quoi. C'était là, tu avais bien travaillé ta fiche. Oui, je pense qu'il faut qu'on ait quand même en tête que l'inverse est vrai. Il y a de la manipulation des autocrates vers les démocraties, mais il y a aussi de la manipulation des démocraties vers les régimes autocrates. La guerre est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que des pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, passent leur temps à miner des pays autocrates. L'effondrement de l'Union soviétique n'est pas né d'une guerre classique, mais né d'une guerre hybride. Où inlassablement les États-Unis, l'Europe ont sapé les fondements même du régime soviétique. Avec des moyens puissants, la voie de l'Amérique, l'espionnage et tout ça. C'est évident, parce que l'homme est... C'est une guerre totale. L'homme n'est pas fondamentalement bon. Hein. Israël-Iran, c'est pareil. Alors, il faut que je vous explique. Quand je parcours, parce que c'est comme ça maintenant qu'on a accès à l'information, quand je parcours Internet et que je trouve un sujet sur un site où je suis abonné, mais brusquement, ils ont décidé, qu'en dépit des heures que j'ai payées, qui me donnent la version tronquée en me disant « allez vous abonner ». Alors, plutôt que de me battre, je prends le sujet et je le mets dans l'intelligence artificielle. J'étais presque pris par le charme de cette affaire où, en fait, l'IA numérise les données du monde. Alors, je ne vais même pas poser ces messieurs encore, parce que je vais à la grotte, quand je vais au stock, je vais au grand magasin d'information. C'est pour ça que Google est en train de s'effondrer sur le nombre de recherches sur la barre Google. Et ChatGPT, concurrence. Oui, mais comme c'est trop facile de rentrer dans ce on veut nous conduire les magasins, je me dis, il faudra que je trouve une étude sur le danger qu'il y a peut-être mettre tout, et puis soi-disant tout, et puis où est-ce qu'on me mène en mettant tout. C'est un peu le sujet que tu vas traiter avec... Encore toi, un autre sujet de bac. Deuxième sujet de bac. Numérisation des savoirs entre utopie démocratique et instrumentalisation. Tout est là, puis il suffit d'aller le prendre, et puis on est fort, on connaît tout, mon œil. Vas-y. C'est un sujet très très complexe que tu m'as donné. Je t'avoue que j'ai eu du mal à le traiter. Voilà ce que j'en ai compris. On est dans un monde, en 2025, où on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Nous sommes noyés sous l'information. Ça, c'est le premier point. On est dans un monde où
nous n'avons jamais eu autant de capacité à accéder à toutes ces informations. Donc, elles existent, on y a accès de manière immédiate, et on est dans un monde où on n'a jamais eu autant de capacité à conserver ces informations par la numérisation. Et dès lors, la question que ça m'inspire, c'est qu'on ne fait plus le tri, c'est-à-dire qu'on prend tout. On ne hiérarchise plus l'information. Ce qui compte. Ce qui compte. Or, quand on pousse le raisonnement, la culture, qu'est-ce que c'est en fait? La culture, c'est choisir. La culture, c'est pas tout prendre, tout garder et de rien relativiser. C'est de hiérarchiser, c'est de tirer le bon grain de l'ivraie, c'est d'isoler ce qui est pertinent de ce qui l'est moins. Voilà. Et la transmission culturelle depuis la nuit des temps s'est faite justement par capacité limitée à tout garder, et donc il fallait choisir. Et effectivement, dans les sociétés, avant que le livre n'existe, la culture se transmettait uniquement par l'oralité, et vous avez des œuvres magistrales qui ont traversé des siècles sans jamais avoir été écrites. L'Iliade, l'Odyssée, ça a traversé des siècles et des siècles sans même passer par la phase d'écriture. Donc vous voyez, ça montre qu'à un moment donné, l'esprit humain à l'époque était en capacité de transmettre et de faire des choix sur ce qui semblait essentiel à l'humain. Ouais. On n'est pas obligé de remonter si loin. Les chansons de carnaval. Oui, mais après, quand on remonte jamais le été temps, écrites. exactement, on parlait des yeules dans un autre espace où les maîtres charpentiers transmettent le plan de ce bâtiment qui est aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO sans plan. Les recettes médicinales. Voilà, les recettes médicinales. Les recettes de cuisine et tout, la culture. Donc, la culture, il y a une part d'oralité dans la culture qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Alors, pour autant, et c'est là que ça devient complexe, parce que le monde est tellement, nous envahit de tellement de données, et que ces données viennent nous détourner aussi de nos pratiques culturelles classiques, que si on ne les garde pas en mémoire, on est sûr de les perdre aussi. Donc, il faut trouver le bon dosage. Il faut à la fois conserver la donnée, mais je pense qu'il faut impérativement réfléchir à des comportements pour vivre les moments culturels. Aller au cinéma, se déplacer pour aller, c'est plus important que de regarder un film sur son... Vous voyez ce que je veux dire? C'est redonner du sens aux expériences culturelles. Aller dans des festivals, lire un livre, et non pas attendre que ChatGPT nous en fasse le résumé. La synthèse. Un concert. Aller au concert. Non. Je pense que plus on est envahi par ces données qui nous submergent et par cette capacité de les conserver, plus ça nous oblige, si on veut garder le fil d'une utilité culturelle, il faut qu'on s'impose des comportements qui mettent de la chair dans la relation à la culture. Ça c'est vraiment le point essentiel. On a la chance d'être dans un pays, en Martinique, où la transmission orale est forte. On a la chance d'être dans un pays où les transgénérations fonctionnent, c'est-à-dire les enfants parlent aux plus âgés. C'est rare comme état d'esprit. Ne perdons pas ce fil-là, gardons ces espaces de dialogue, de rencontre, parce que la transmission, ça n'est pas seulement sauvegarder, mais c'est faire vivre la culture. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. D'accord. Et à ne pas le faire, on risque de s'installer dans une fainéantise intellectuelle qui peut nous perdre. Notre ami Patrick Lingibé, bâtonnier et puis sommité maintenant national de tout ce qui est juridique, a écrit un article où il explique que trop de normes tuent la norme et affectent inévitablement la nature de l'état de droit. Edith, je pensais à toi pour ça. Ouais. En matière de complexité, on fait mieux. On fait beaucoup mieux. Ouais. Mais ça m'a paru central. Ah, merci. Alors, il y a des gens qui disent c'est mieux ailleurs. Ouais. Tu viens de rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de pays où c'est mieux. Chez nous, c'est mieux. Il faut qu'on se le dise. Oui. Mais le fait d'être dans un pays où c'est mieux, c'est dangereux. Oui. Voilà.
c'est dangereux et en fait, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Nous-mêmes. Pour qu'on puisse vivre en paix, il faut des règles. Alors, les règles, c'est d'abord et essentiellement une volonté de travailler à l'organisation de la société. Bon, pour que les gens ne se bouffent pas entre eux, tout simplement. Je vais vite, hein, Oui. c'est ça l'idée. Oui. Mais il y a des gens qui disent l'une des solutions pour faire en sorte que quand on est attaqué, quand on connaît des crises, quand on a des problématiques, c'est de multiplier les règles. Et il y a des gens qui disent, à trop multiplier les règles, on va finir par disparaître. Parce que chaque fois qu'on crée une règle, il faut des règles pour gérer la règle. Ben oui, sinon il n'y aurait pas de loi. Et quand vous... Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, nous regardent, sont déjà rentrés dans des textes de loi. Alors déjà, ce n'est pas très agréable. C'est rédigé souvent dans une langue totalement incompréhensible. Mais c'est volontaire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est volontaire. Il faut que seuls les avocats, les magistrats et les élus puissent garder ce pouvoir de lisibilité. Nous, simples citoyens, ça c'est à part. On est à part. Et cette préoccupation sur la profusion de l'écriture, alors JB parle de normes. C'est déjà un mot complexe. Quand on dit la loi, les gens comprennent mieux. Mais bon, donc je vais garder le mot loi. Oui. La multiplication des lois, des règles, des normes menace la démocratie. Alors c'est un raccourci qui est un peu facile, mais dans la réalité, c'est ça. Alors, en fait, pour expliquer très rapidement, et puis après je m'arrête. Non, continue. Il y a un truc qui nous tombe dessus, c'est le Covid. Les types, ils essaient de regarder ce qui se passe en cas de Covid et ils ne trouvent rien. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, bon, est-ce qu'on peut interdire aux gens de sortir pour aller faire leurs courses? Oui. L'article 16 de la Constitution française dit, bon, si jamais il y a une guerre ou un truc, on donne tout le pouvoir. Le Parlement, c'est fini. Les juges, c'est terminé. C'est le président de la République et son gouvernement qui prennent le pouvoir. Oui, mais très concrètement, de quelle heure à quelle heure? Est-ce que les jeunes peuvent y aller? Enfin, rien n'est écrit. Et là, profusion de textes, sans aucune décision du Parlement, sauf sur les trucs fondamentaux. Et cette profusion de textes aboutit exactement au contraire de ce qui est recherché. Il fallait de la fluidité, on a mis de la complexité et on a bloqué un certain nombre de choses. Donc il y a des trucs qui sont devenus complètement farfelus dans cette histoire. Cette espèce d'obligation de rester chez soi, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelait. Le confinement. Le confinement. Au bout d'un moment, on dit aux gens, attention, hein, vous ne pouvez pas aller vous baigner, vous pouvez courir sur la plage, mais pas rentrer dans l'eau. Ouais. Non, mes frères, Pouchima va rentrer dans le doigt. Voilà, c'est ça. Il y avait la distance. La distance. Vous ne pouvez pas sortir, sinon il vous faut un document, machin, etc. Que tu signes toi-même en plus. Oui, tu peux signer, tu t'autorises. Bon, ça paraît débile, mais chaque fois que la démocratie est confrontée à une situation qui est particulière, son réflexe n'est pas d'aller vers la transparence, vers le dialogue, vers la mise en commun des problématiques, la réflexion, mais sur la norme. Et en fait, JB arrive enfin, comme nous tous, hein, on est bien capable, comme lui, de réfléchir à ça. Trop de normes tue la norme, mais en réalité, en tuant la norme, on tue la démocratie. On revient à ma première intervention. Et ce qui est le plus précieux, c'est ça, c'est garder la liberté d'expression, garder la transparence, garder le dialogue pour faire en sorte que nous puissions vivre. Parce qu'on dit, ouais, non, mais la démocratie, tu comprends. Mais la démocratie, c'est vivre. C'est vivre. Au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire, j'ai le droit d'aller acheter du saucisson là où je veux. Sans porter atteinte, quand même, aux droits de Oui, l'homme. bien évidemment, mais j'ai le droit d'aller acheter du saucisson. J'ai le droit d'acheter du lait. Ah non, il ne faut pas prendre le lait parce que ce n'est pas local. Eh frère, il y a des pays où on dit très clairement l'autonomie alimentaire du pays est garantie
par l'interdiction de consommation, l'interdiction d'importation, la surtaxe. Par exemple, les États-Unis. C'est comme si on va te dire que oui, mais la vache brahmane n'est pas une vache entière. Voilà, et que la vache créole est menacée. On est mort de rire. Oui. Bon. Qui est-ce qui a introduit la vache créole? C'est pas les Caraïbes, hein. Il n'y a pas de vache. C'est Taïnos, sur leur pirogue. C'est bien. Bon, voilà. Moi, je suis très content et je te félicite à nouveau des choix. Parce que cette émission me semble centrale sur, pour une fois, une réflexion sur les fondamentaux de notre société. C'est ça que je veux. Vous avez compris, c'est que vous tous les trois, puis Christian aussi, puisqu'il me trahit tout le temps sur les radios et tout à parler de musique, que vous vous ennuyiez ailleurs et que vous disiez, oui, bien sûr. Chouette, c'est pour ça qu'on est là. Chouette, tel jour, on va venir enregistrer avec Gérard. Donc, pour garantir la pérennité de l'état de droit, 4 axes sont à privilégier. Lutter contre la complexité juridique. Tu parlais des textes abscons qu'on ne comprend pas, donc les rédiger en termes simples. Deuxièmement, protéger les droits fondamentaux dans une société numérisée où c'est compliqué, où c'est réglé. Je veux aller acheter le saucisson que j'aime ou je veux aller l'acheter. C'était ce que tu as dit. Adapter le droit aux nouvelles technologies, c'est-à-dire ne pas me laisser prendre par l'accès aux services administratifs uniquement par le POCTA, etc. Sinon, la dictature du numérique. La dictature numérique, qui dans mon droit n'existe plus. Surtout renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on croie un petit peu à ce... Il faut qu'il y ait une confiance réciproque. OK? Bonne synthèse. Non, mais c'est terrible. Le quotidien de cette espèce de dictature du numérique atteint des sommets d'absurdité. Incroyable. Ah non, c'est impossible. Avec des conséquences graves sur la vie du quotidien, des vieux et tout ça. Nous restons dans les sujets du bac. Un petit jingle quand même pour passer à la culture. J'aime bien ce titre-là, La banalité du mal, ce que révèle la psychologie sociale. Bon, on va pas parler de religion, etc. On va dire que la notion de banalité du mal a été popularisée par Hannah Arendt à propos du procès d'Adolf Eichmann, donc on a des choses très concrètes, qui suggèrent que les individus ordinaires peuvent commettre des actes terribles simplement en obéissant à l'autorité, sans motivation particulière, de haine ou de cruauté. C'est-à-dire que tu prends monsieur tel, et puis tu le mets dans une situation, et puis il devient méchant. À toi. C'est à moi de traiter le sujet, hein, Gérard. J'ai combien de temps? Non, mais j'ai combien de temps? Tu as 4 minutes. D'accord. Donc c'est le concept. Le concept, c'est la banalité du mal, à savoir, c'est Hannah Arendt qui a eu cette révélation. Je pense que c'était une révélation dans les années 60. Elle a dit, en somme, que ce n'est pas un tyran, c'est un fonctionnaire. Voilà. En parlant d'Adolf Eichmann, dans les années 60. Procès en 1963 à Jérusalem, qui a attiré 2 fois plus de journalistes qu'au procès de Nuremberg. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de banalité du mal? C'est le fait de dire que finalement, contrairement au mal radical de Kant, du philosophe Kant, on n'a pas besoin d'être mauvais pour être méchant. On peut simplement obéir aux ordres. Voilà. Et parce que mon autorité, ma hiérarchie me l'a commandé, je me soumets, j'obéis, j'ai fait mon travail. C'est même un devoir que de devoir être dans cette banalité du mal. Et ça a été corroboré par des expériences, notamment en 1960, toujours, avec le fameux protocole Milgram, à savoir qu'on faisait des tests de personnes qui étaient échantillonnées de façon très diverse. Et en revanche, elles avaient un petit boîtier pour pouvoir infliger jusqu'à 450 volts une personne qui était évidemment une personne comédienne, d'électricité, pardon, et cette personne était supposée faire des erreurs d'apprentissage. Quand il y avait des erreurs d'apprentissage, alors il y avait un homme en blouse blanche, ou une femme peut-être, ce sont généralement des hommes, qui pouvaient commander, d'infliger, et le résultat, il corrobore ce qu'Hannah Arendt a expliqué et il tue complètement ce mythe du bon citoyen américain, bon citoyen en général, en démocratie, en disant, finalement, on a 60% de personnes, on n'arrive pas exactement à déterminer en termes de niveau, d'éducation, de genre, toute classe confondue, c'est important de le souligner, qui y vont et puis qui trouvent même une certaine forme de jouissance. Hein. Il y a la comédien qui se tord de douleur, etc. Mais on y va. Et on a un tiers qui,
pour on ne savait pas encore quelle raison, ne se soumet pas. Ouais. On a 1/3 de désobéissants et 2/3 d'obéissants. Ouais. Cette expérience a été réitérée en 2010, donc assez récemment. confirmé. Et les résultats sont l'un dans l'autre et empirés, il faut le dire. C'est-à-dire que les obéissants ont empiré. Et là, on s'est dit, non, il faut qu'on analyse ça. Il faut qu'on sache ce qui s'est véritablement passé, pour quelles raisons. Et finalement, même s'il s'agit de tendance, il s'agit d'extrapolation, on a repéré qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette obéissance parce qu'elles avaient l'habitude schématique d'obéir et appartenaient, c'est une étude américaine, excusez-moi, à l'Authoritarian Right Wing, c'est-à-dire à la branche droite dite autoritaire. Et la conclusion qu'on peut avoir, mais en tout cas, on peut avoir de cela dans cette systémique de soumission à l'autorité, finalement. La conclusion qu'on peut avoir de cela, c'est que, et c'est ce qu'Hannah Arendt avait déjà dit, elle avait parlé du tout ou rien nazi, elle avait déjà compris tout ça. Elle parlait du vide de la pensée, elle parlait du déracinement de la culture. Et finalement, je rejoins dans tous ces sujets de philosophie mes collègues qui expliquent bien qu'il y a aujourd'hui une sorte de systémique pour bien implanter cette soumission de non-pensée. Si tu penses librement, tu ne peux pas avoir cette vacuité qui te permet d'obéir à toutes les injonctions possibles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te demandais de combien de temps je dispose, quand on voit Trump, mais quand on voit en général la polarisation du monde démocratique, et on espère qu'il le restera, eh bien, on se rend compte qu'on brûle les bibliothèques, on interdit l'accès aux livres, Harvard, au revoir, les émissions politiques ne sont pas nécessairement de bon ton. Donc, on a cette sorte d'écosystème qui est créé peut-être volontairement, de non-pensée, de non-culture, pour pouvoir générer et éviter les désobéissances et générer une soumission à la pensée. Très bien, Bravo, bravo. Très bien. bravo. Bon, alors, arrêtez de critiquer le choix des Je vous prenez à l'évidence, vous vous délectez en les traitant. On ne dit pas dans l'émission. Musique. Jingle. Je crois qu'on va parler d'une femme magnifique. Magnifique. C'est Léa Galva. Magnifique. Léa Galva. On consacre effectivement ce petit moment à parler de Léa Galva. Très jeune, elle était fanatique des émissions de télévision. Elle avait déjà ce côté très attiré par le spectacle. Elle s'était inscrite au cours de danse à l'âge de 3 ans. Elle faisait de la danse classique sur les pointes, là. C'est extraordinaire. Ouais. Mais elle a beaucoup aimé le ballet aussi, le flamenco également. Et puis, elle a connu dans la chorale de Lucie Cher, elle a connu Daniel René Coa, elle a connu Jannick Voyer, Gilles Voyer. Léa, elle est bourrée de talent. Dès ses premières apparitions avec Quack, elle a montré son identité. Je vais vous faire écouter une chanson continuée qui a eu le prix d'Assassin, mais je me rappelle, on était au Méridien, quand on a appelé Léa Galva, elle est montée les marches comme ça, prix de meilleur compositeur continué. Écoutons. Voilà, très belle chanson continuée qui a lancé Léa Galva. Et on pensait qu'elle était seulement interprète, elle a écrit toute la chanson. C'est comme le titre Menez-moi que je vais vous faire écouter maintenant également, qui a été complètement écrit par Léa Galva et qui a contribué au succès également de Quack.
belles années, hein, Ouais. de Ah très ouais. beaux moments. J'ai en mémoire le studio d'Hibiscus Record où Ouais. Quack enregistrait, Taxi Créole, c'est vraiment... Alors, en 86, elle part à Paris parce qu'elle adorait la danse et elle a fait un institut pédagogique d'art chorégraphique. Elle a obtenu son diplôme en 89. Elle a intégré le groupe de Eddie Lavigny. Elle est partie faire des tournées. Elle a fait des tournées aussi avec Philippe Laville à La Réunion. Elle a fréquenté Joël Ursus. Elle a fréquenté Edith Lefel. Vraiment le milieu le plus actif. Hein, on se connaît de cette... Voilà. Et puis un jour, Jean-Luc Goinel l'a appelé pour pouvoir remplacer Suzy Trébeau qui n'était pas disponible pour le groupe Quack. Elle y est restée, bien sûr. Et Quack a gardé les deux chanteuses. Alors Léa dit que Quack, c'est les plus beaux moments de sa vie. Effectivement, cette formation musicale a eu un succès extraordinaire. Et puis, elle a été animatrice aussi à la radio. Et alors là, maintenant, je vais vous proposer un titre qui s'appelle « Je voudrais le garder ». Alors, c'est un thème, bien évidemment, qui sensibilise tout le monde parce que, si vous voulez, c'est la femme qui attend un bébé et qui est dans l'incertitude. Et Léa en avait parlé avec Harry Diboula qui a écrit ce titre pour elle. Donc, je vous invite à écouter quelques bribes de ce morceau. Sans jamais me montrer, je devais faire attention et prendre des précautions. Mais j'avoue, j'ai tant souhaité un jour le voir arriver. J'aimerais tant le garder. Je voudrais le garder. Je l'avais trop souhaité. Aujourd'hui, je dois décider et cracher sur ma chance. Voilà, très beau titre, hein, comme je l'ai dit, écrit par... Je ne savais pas que c'était Harry qui l'avait écrit, mais c'est Léa qui me l'a dit. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à savoir, bien sûr. Alors après, comme je vous ai dit, elle a fréquenté beaucoup Jannick Voyer qui habitait pas très loin de chez elle. Et un jour, Jannick Voyer la voit et lui dit « Jannick, monte, je vais te faire écouter un titre que j'ai écrit pour toi. » Et je vous invite à écouter Bête à Fée, qui a été écrit par Jannick Voyer pour Léa Galva. S'il faut parler de l'amour, mais ça tout va plus douce qui moi. Moi dis de l'eau pour oser, tout les qui casse séché, où y prend couleur. Si on garé dans l'ennui, combien t'as fait moins que ça, l'air. Moi dis vendant voile moins, ou si on est en mer, c'est comme ça moi les vies. Alors, Eddie le disait, cette fille a une voix extraordinaire. Et c'est vrai, on l'a toujours senti, on a toujours noté cela. Je dois vous dire aussi que le clip qui résulte de cette chanson a été nommé et a été récipiendaire du African Music Award. Voilà, donc c'est... Souligner également la fraternité qu'il y a, si je puis dire, entre Suzy Trébeau, Daniel René Corail et Léa Galva, qui sont des amis de toujours. Et Léa le dit très volontiers, elle dit, il n'y a pas un matin, je n'envoie pas un WhatsApp à Suzy. Donc c'est quand même très intéressant, dans un pays où on est si fracturé, de voir des amitiés qui tiennent comme Perdu. ça. Alors, on le sait aussi, Léa a été animatrice à la radio. Elle a été appelée par Gérard César, à Martinique Première. Ensuite, elle a fait RCI. Et elle s'est vraiment donnée à s'investir dans la communication, dans le traitement de sujets. Voilà. Mais elle n'a jamais vraiment arrêté de chanter. Mais c'est vrai qu'elle avait mis un petit... elle avait freiné un petit peu. Donc, je vous invite à voir une nouvelle vidéo avec Jannick Voyer, toujours. J'aimerais en l'air en pire. Alors, avant, il faudra. J'aimerais
Léa parle de ses mentors. Elle parle beaucoup de Jacob Desvarieux. Elle dit comment elle s'est confiée à Jacob Desvarieux, comment Jacob lui a dit, Léa, ne va pas trop vite, prends ton temps. Donc, elle parle aussi de Gérard César, qui lui a effectivement accordé beaucoup d'intérêt. Elle parle de Ulysse Bricombert, qu'il a aussi invité à faire des interventions dans des écoles qu'il gérait. Ah oui, aussi. Elle parle de Patrick Saint-Éloi, avec lequel elle a chanté. On n'aura peut-être pas l'occasion de voir le clip que je voulais mettre. Et puis elle parle de son fils Samuel. Et vous savez que Samuel, elle me dit, tu connais la signification biblique de Samuel. C'est enfant désiré, exaucé par Dieu. Voilà, donc un petit clin d'œil à Léa pour Samuel. Et un clin d'œil à son père aussi que j'ai connu, qui est disparu et avec lequel j'avais un très bon contact. On va terminer toujours avec une 5e vidéo que je vous invite à partager avec moi. Il n'y en a plus. Pardon? Elle a eu 5. Ah, ça va, bon. Ben, écoutez. Ah, c'était le 5e, ouais, j'ai eu un... Bon, en tout cas, elle réactive sa carrière musicale parce qu'elle a un titre sorti récemment sur lequel elle fait un clip et donc que je vous inviterai bien évidemment à découvrir dans les prochaines diffusions de Zitata. Mais qu'elle sache en tous les cas qu'elle a des admirateurs, la personne d'Emmanuel de Rhénal, Eddie Marajo, Christian Boutan, puis moi aussi. Et moi aussi. Hein. Et Frédéric Oui, quand on parle des hommes, on parle à une femme. On parle d'hommes. On parle d'hommes. Non, on distingue les choses. Je vous remercie d'avoir assisté à nos élucubrations, c'est pas vrai, à nos discussions, à nos échanges, à ce qu'on a essayé de vous apporter comme élément d'information. On ne joue pas dans la facilité. Nous sommes dans la cour des grands. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.